Art déco à Strasbourg, pendant qu'Olivier et Simon sont étudiants. C'est-à-dire alors là, il vient de partir, mais elle a été un peu, ces dernières années, cornaquée par Guillaume Dégé, qui est un peu une sorte de père à tous, cette génération d'auteurs, illustrateurs des arts déco. Et ce qui va se passer pendant ces années, c'est que, en fait, il y a une grande vague de fanzina qui va se créer au sein des arts déco, parce qu'il y a un atelier de sérigraphie qui voit le jour et qui permet à tout le monde d'avoir des outils à disposition pour se lancer dans l'impression et la réalisation de petits périodiques, de petits livres tout seul. Et pardon, je vais avoir un problème d'ordinateur par contre. Voilà. Alors. Et donc en 2010, ils vont sortir tous les deux des arts déco. Et après avoir œuvré dans pas mal de fanzines, commencé par Écarquillette, lui qu'ils ont fondé avec Mathias Picard, avec Grégoire Carlet également. En fait, l'envie de continuer à produire des livres, ils vont sentir tout de suite qu'ils ne vont pas pouvoir uniquement devenir des auteurs, mais qu'il va falloir continuer à faire de l'édition d'une manière ou d'une autre, parce que ça les a énormément motivés pendant toutes ces années. Donc ils vont créer la maison 2024 sur ces envies-là, d'accompagner des livres qui seront tous différents, d'accompagner des projets d'auteurs qui seront tous singuliers, et de faire ça à côté en plus de leur travail d'auteur. Et très vite, en fait, le succès venant, ils vont abandonner leur travail d'auteur et la maison va grossir de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui où on est devenu une vraie entre guillemets maison d'édition qui publions essentiellement en librairie, et beaucoup moins sur le modèle originel, la vente directe en salon, comme c'était prévu au départ. Donc du coup, la maison a été créée en 2010. L'an prochain, on va fêter les 10 ans de la maison. Et théoriquement, ça s'arrête en 2024. Enfin, en 2024, il va y avoir une réinvention à trouver pour continuer le projet d'une manière ou d'une autre, avec un autre nom, avec un autre projet. En fait, pour l'instant, c'est pas très clair et on est plutôt, on essaie d'éviter d'y penser, tout simplement. Le premier livre, donc comme l'a dit Rémi, le premier livre qu'on a publié, c'est Les derniers dinosaures de Donatien Marie et Didier de Calan. Alors, je vais vous montrer ici. Et déjà, dans ce livre, il y avait la volonté un peu de mettre en avant des formats différents, de donner toutes ces possibilités en fait, de laisser le champ libre aux auteurs de raconter l'histoire comme ils le voulaient. Parce que ce livre, c'est pas une bande dessinée, c'est un livre illustré qui s'adresse pas spécialement aux enfants. Et c'est en gros une catégorie de livres qui n'existe pas vraiment. Mais tout de suite, on va, avec ce premier livre, faire des fabrications qui diffèrent complètement de ce qui se fait à l'époque. C'est-à-dire qu'on va avoir donc un grand livre avec de la couleur, avec du marquage et une reliure. Et à l'époque, en fait, c'est pas quelque chose qui se pratique beaucoup dans le milieu de la bande dessinée indépendante. À l'époque, on est plutôt sur une période où, avec l'association notamment, ce qui s'imposait, c'est le livre format roman, avec un dessin en noir et blanc, et quelque chose de plus épuré dans la maquette, de plus austère, et qui se voulait en fait une rupture avec la génération précédente, avec un format de bande dessinée plus mainstream, c'est-à-dire l'album cartonné classique. Et en fait, il y a une volonté de revenir à quelque chose d'un peu plus aventureux, d'un peu plus fun, d'un peu plus marrant aussi, et d'un peu moins sérieux peut-être que ce qui se faisait à l'époque. Donc, un autre objectif de la maison tout de suite, ça va être ça se fait assez naturellement, ça va être de publier les gens avec qui, les auteurs avec qui ils ont fait leurs études et leurs premières âmes dans les fanzines.
C'est-à-dire que tous ces auteurs comme Donat Saint-Marie, comme Mathias Picard, comme Grégoire Carlet, en fait, ils n'avaient pas spécialement ils avaient beaucoup de projets qui étaient assez matures, suffisamment matures pour être publiés, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de maison d'édition qui correspondait à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que il y a eu une première approche dans certaines maisons d'édition comme l'association, mais ça n'a pas vraiment pris. Et ils se sont retrouvés un peu après l'école sans endroit pour éditer, même si tout le monde leur disait que ce qu'ils faisaient c'était super. Donc assez naturellement, 2024 a repris le flambeau, a repris le relais de ces projets-là. Et voilà, on est devenu du coup une maison qui publions des livres d'auteurs essentiellement issus des arts déco. Ça doit être à peu près 95% du catalogue qui a fait les arts déco. Et on continue vraiment sur ces bases-là. La ligne éditoriale, enfin, je vais en parler un petit peu après, mais elle n'a pas vraiment bougé depuis le début. Et en fait, ça suffit maintenant à produire. Maintenant, on fait entre 10 et 12 livres par an, ce qui est à notre échelle assez conséquent. Il faut savoir qu'une bande dessinée, des exemples différents, mais je pense pas qu'il y en ait une qui ait pris moins de 1 an ou moins de 2 ans à l'auteur pour être faite. On en a qui ont duré 10 ans, 15 ans pour une, 7 ans, 7 ans, c'était pour celui-là, Jim Curious, dont je vous parlerai après. Donc, en fait, avec cette base d'auteurs-là, ça nous permet vraiment de durer pendant pas mal de temps. Donc, vous l'aurez compris, la maison, elle est vraiment indissociable en fait des auteurs qui l'ont fondée et avec qui on a publié. Donc, en fait, on cherche vraiment à mettre en place une politique d'auteur, c'est-à-dire, comment on pourrait distinguer. En fait, on fait pas on accompagne vraiment des auteurs. Enfin, quand on s'engage avec un auteur, on le fait en pensant qu'on va faire plusieurs livres avec lui, qu'on va l'accompagner sur une partie au moins de sa carrière, et on vise vraiment à essayer de lui assurer une certaine reconnaissance en tant qu'auteur de son travail. Donc ça passe par l'idée de lui laisser, alors déjà de l'accompagner énormément sur les projets. Hein. Tous les manuscrits sont véritablement relus avec les auteurs. On les fait énormément retravailler. Enfin, on n'hésite pas à les faire retravailler. Alors qu'on pourrait... Enfin, comment dire, ça leur prend énormément de temps. C'est pas forcément très rémunérateur. Mais comme justement on considère que c'est pas très rémunérateur, on préfère faire les choses véritablement bien à fond, plutôt que de faire des choses à moitié qui nous plairaient pas, enfin, qui plairaient à personne et qui au final, je pense, desserviraient les auteurs. Donc déjà, ça c'est la première étape, c'est qu'on fait énormément de travail en amont avec l'auteur, donc ça rallonge d'autant le temps d'édition. Ensuite, on fabrique des objets véritablement sur mesure qu'on pense à chaque fois pour accompagner au mieux le récit, l'atmosphère du livre, pour le rendre. En fait, il y a une mise en scène à trouver avec la maquette, avec la fabrication, qu'on pense à chaque fois. On peut vraiment repartir de zéro plusieurs fois pour trouver la bonne couve, la bonne maquette, la bonne fabrication. Donc ça, c'est pareil, c'est un processus qui nous prend un certain temps. Il y a une autre facette aussi du fait de faire une politique d'auteur. C'est, comme les collègues de tout à l'heure en ont également parlé, la situation actuellement des auteurs n'est pas extrêmement engageante. C'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins payés, les livres sont de moins en moins lus, ils durent de moins en moins de temps en librairie. Donc on pourrait vraiment se demander pourquoi on fait tout ça. Mais pour nous, c'est important que... En fait, on pense vraiment à l'inverse. On pense que si on rémunère correctement les gens, si tout le monde fait en sorte de mettre les choses dans le bon sens pour faire de l'excellent travail, enfin le meilleur travail possible à tous les niveaux, à un moment, la qualité se remarque et nous distingue et permet... Enfin, le travail paye, quoi. Voilà.
c'est tout. On essaye d'avoir toujours ça en tête, et donc c'est pour ça qu'on propose à nos auteurs des... Bon, alors c'est pareil que pour la cabane bleue, on a commencé avec très peu de trésorerie, donc on a commencé avec des avances qui étaient très faibles. Mais par contre, les royalties sont assez conséquentes en contrepartie. Dans la section jeunesse qu'on vient de créer également. Et voilà, tout ce qui est intervention, maintenant on prend en charge les interventions des auteurs dans les librairies parce qu'on considère que ça fait partie de leur travail, donc on prend sur nous de le payer avec bien évidemment des subventions. On essaie vraiment de creuser à fond, de ne pas négliger cet aspect-là, de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour travailler. Et il y a un autre aspect de la politique d'auteur dont il faut parler, c'est tout le travail qu'on fait sur la presse, avec les libraires également, avec les médiathèques, pour faire connaître les auteurs. Pour nous, en fait, un auteur, c'est quelqu'un qui a vraiment le droit à la parole dans les médias, dans la radio. Enfin, ça fait partie de nos objectifs d'avoir des interviews, d'avoir du temps du temps d'antenne, si on peut. Et en fait, c'est assez compliqué pour la bande dessinée, finalement. On a une presse qui est quand même assez attentive à ce qu'on fait, mais on sent vite un plafond, en fait, une fois qu'on a fait le tour des chroniques qu'on peut avoir dans Le Monde, Télérama, Libé, qui nous sont globalement assez favorables. On se rend compte qu'accéder à des émissions de plus grande écoute sur France Culture, sur France Inter, c'est réservé à une dizaine d'auteurs de bande dessinée en France, que tout le monde connaît, qui sont d'excellents auteurs, hein, c'est pas le problème. Sfar, Riyad Satouf, etc. Et là, ça fait partie de nos souhaits vraiment très forts en ce moment, d'essayer d'avoir Mathias Picard, Sophie Guérive, invités à la radio, amenés à parler de leur travail, à le commenter, amenés à donner leur point de vue sur l'actualité, enfin pas forcément sur l'actualité, mais en tout cas avoir ce droit d'augmenter ce temps de parole de nos auteurs, ça nous paraît être quelque chose d'important à leur consacrer en tant qu'auteur. Alors, donc je vais commenter un peu le catalogue et essayer de définir un peu la ligne éditoriale, sachant on met souvent beaucoup de choses à l'éditorial, c'est pas toujours si carré, si programmatique que ça chez les éditeurs. C'est-à-dire que par exemple, nous, le fait que on va publier des livres de gens qu'on connaît, qu'on apprécie, dont on apprécie le travail et dont on apprécie aussi la personnalité, ça fait quasiment partie de la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on nous a amenés, des auteurs qu'on a rencontrés, qui voulaient faire des livres avec nous, mais qu'on a plus ou moins refusé, parce qu'on s'est dit que humainement, ça allait pas forcément coller autant qu'on voudrait. Et ça, c'est aussi, c'est pas vraiment un luxe, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être sûr de tout ce qu'on fait, d'être sûr de nos choix à chaque fois. Et donc, on a maintenant finalement assez peu d'auteurs, ça augmente chaque année quand même, mais on a, je dirais, une trentaine d'auteurs, une vingtaine d'auteurs plutôt. Et donc ça, c'est un vrai axe finalement de notre politique éditoriale, c'est d'avoir peu d'auteurs et d'essayer d'être vraiment des sortes d'amis à chaque fois. Même ça n'empêche pas toutes sortes de tensions quand on fait un bouquin, parce que tout le monde peut être à cran pour certaines choses, et le travail de création, c'est pas facile. Le travail d'édition, c'est très stressant aussi. Donc c'est tout à fait normal qu'on se prenne le bec des fois, mais après on arrive toujours à peu près à en parler. Il n'y a jamais eu de fâcherie définitive. On a construit un catalogue vraiment autour d'idées de bande dessinée indépendante. Donc, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est une sorte de niche, de scène de la bande dessinée qui existe, qui se définit par une histoire qui est vraiment portée par les années 90 et par l'émergence de l'association, de Cornelius, de maisons d'édition comme ça, qui ont les premières dit on veut faire autre chose. La bande dessinée, ça peut être tout ce qu'on veut, à condition qu'on le veuille, et on veut faire émerger des gens qui ne soient pas des faiseurs, qui ne soient pas des gens qui vont répéter des schémas,
mais qui vont avoir une personnalité propre et qui vont l'exprimer avec ce médium-là, parce que c'est le plus à même, seulement parce que c'est le plus à même d'exprimer ce qu'elle ressent. Donc de là, l'explosion un peu des formats qu'il y a eu dans les années 90-2000, mais donc avec beaucoup plus de petits formats que les grands cartonnés qu'il pouvait y avoir, des formats souples, des noirs et blancs, et aussi en termes de contenu, une explosion des registres. Et le plus connu d'entre ces, enfin le plus connu, c'est vraiment l'autobiographie à l'époque, qui a imposé Marjane Satrapi, beaucoup de grands classiques de cette période-là. Et en fait, on s'est retrouvés, enfin je dis on, mais moi je les ai rejoints un peu plus tard, hein, mais c'est par commodité. On s'est retrouvés avec cette génération d'auteurs à avoir des projets qui n'allaient pas tellement dans ce sens-là, qui portaient plutôt l'idée de la fiction, qui portaient aussi plutôt dans des terrains un peu plus aventureux, enfin il y avait un peu un retour à l'aventure, à des récits qui étaient teintés de références à certains genres en particulier, comme la science-fiction. Le western, chez nous, c'est vraiment un genre qui est là en arrière-plan quasiment tout le temps, même si on n'a pas de western au sens strict dans nos bouquins. Il y avait aussi une volonté d'aller vraiment vers l'objet, à travers donc Jim Curious, le livre en 3D, à travers les vortex, à travers d'autres choses. Et donc tout ça a conduit, enfin c'est vraiment une sorte de rupture, pas hyper forte non plus. Enfin je veux dire, c'est pas non plus comme si on avait fait une révolution. Mais je sais qu'au début, quand cette vague-là d'auteurs est arrivée, ça a été un peu, ça a mis un peu de temps avant d'être compris, parce que il y avait comme ça un retour à l'aventure qui n'était pas évident. Il y avait la volonté d'aller vers des styles graphiques qui étaient plus francs, plus affirmés, parfois qui pouvaient même paraître un peu trop gratuits pour certains. Et au final, bon, maintenant c'est un peu plus accepté évidemment. Par exemple, je peux vous montrer un des premiers livres de Simon Roussin, qui est aujourd'hui un peu une référence pour pas mal de gens. Et ben, ce livre, à l'époque, Lemon Jefferson, il y a eu des commentaires énormes dans les forums et dans les sites spécialisés en bande dessinée qui disaient « mais c'est horrible, ce livre, il est fait en feutre. Mon fils de 5 ans pourrait faire la même chose. C'est vraiment de la honte. Enfin, c'est la honte absolue de vendre ça. Ça se fait... » Alors, voilà, les images sont là. Voilà. Et donc ça, à l'époque, il y a eu une sorte de mini-scandale dans le petit milieu de la bande dessinée, parce que ça paraissait une escroquerie, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste un usage du feutre pour raconter une histoire en insistant. Enfin, tout le ton du récit est vraiment conduit par ces couleurs qui sont très vives. C'est un récit assez sauvage, assez cruel, et ça fonctionne très bien comme ça. Mais ça bousculait un tout petit peu les habitudes à l'époque. Et ce qui bousculait aussi les habitudes, c'était la fabrication du livre, qui était, comme on l'a dit un peu au début, un peu plus tape à l'œil que ce qui se pratiquait à l'époque. Donc je vais revenir quand même sur le fait tout ce qu'on fait, c'est de la fiction. Il n'y a pas un livre dans le catalogue qui ne soit pas de la fiction. Il n'y a pas un seul témoignage en bande dessinée, il n'y a pas une seule histoire autobiographique. Il n'y a pas un seul reportage. Et ça, c'est un choix fort qui a été fait, et on a compris au fur et à mesure que c'était pas une très bonne idée commercialement parlant, parce que toutes les bandes dessinées qui se vendent, dont on parle, qui ont accès au grand public, etc., c'est de la bande dessinée de témoignage, disons, pour le dire, pour essayer de trouver un mot un peu englobant. Donc on s'est très vite rendu compte qu'on était vraiment sur une niche, dans la niche d'une niche, entre guillemets, si on veut résumer les choses. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer de le faire, et de peu à peu, en fait, de gagner un lectorat, de construire un public au fur et à mesure qui a rejoint un peu
voilà, le cercle de petits initiés du début. En plus de ça, pour nous, c'était important de revenir à la fiction pour donner à voir des auteurs, qu'on reparle des auteurs en bande dessinée d'une manière un peu différente de ce dont on a. Il y a un discours qui commençait à se faire un peu dans les médias sur la bande dessinée, qui commençait à qui nous déplaît un peu. En gros, la bande dessinée sert à montrer, à donner le témoignage d'une expérience vécue. Et c'est souvent à ça qu'est réduite la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on la réduit finalement à des qualités pédagogiques, parce qu'on se dit que ça va être plus agréable de lire une bande dessinée pour se documenter sur tel ou tel sujet, alors qu'on pourrait très bien lire un article de presse ou un roman. Et tout ça enferme entre guillemets l'auteur de bande dessinée dans un rôle qui n'est pas forcément le plus gratifiant, parce que dès qu'on sort un peu de ce cadre-là, tout le monde se déshabitue complètement à ce qu'on puisse faire autre chose, et on se retrouve encore un peu plus à la marge par rapport à cette grosse tendance lourde. Mais heureusement, là, depuis 4-5 ans, on sent un petit retour de la bande dessinée de fiction, pas que chez nous, chez beaucoup d'éditeurs. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer d'un peu différent à ce niveau-là. Même si, à côté de ça, la bande dessinée de reportage ou de témoignage, il y a énormément de choses qui se font. Et il y a énormément de choses très très bonnes en plus qui se font. Je ne veux pas dénigrer du tout le contenu. Que ce soit la revue dessinée ou... il y a encore un reportage sur les algues vertes qui est tombé il n'y a pas longtemps, qui était super. Donc, mais c'est, disons, une tendance qui est presque devenue majoritaire dans la bande dessinée, alors que ce n'était pas le cas il y a encore 5 ou 10 ans. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, les univers d'auteurs peuvent être très variés. Je vais vous montrer le travail de Simon Roussin. Je vais revenir un peu sur un des livres qu'on a fait récemment, c'est Boules de feu, d'Anouk Ricard et Étienne Chaise. Voilà. Et là, c'est un livre donc assez récent, il a seulement 1 année. Et on est assez content de ce mariage parce que justement, on a fait travailler ensemble ces 2 auteurs qui ont des styles extrêmement dissemblables. C'est-à-dire qu'Anouk Ricard, je pense que vous connaissez peut-être un peu plus. Elle a tout un travail jeunesse et moins jeunesse chez d'autres éditeurs, et un dessin extrêmement mignon, et souvent avec des personnages un peu kitsch et loufoques. Et on lui a demandé de faire un livre, on lui a demandé, ça a pris un peu de temps avant que l'idée germe pour de vrai dans leur tête, avec Étienne Chaise, qui lui avait fait Hélios, qui est un grand livre avec de grandes images et un travail graphique qui n'a vraiment pas grand-chose à voir. Voilà, ce sont des grandes images qui sont extrêmement travaillées, extrêmement minutieuses, qui sont faites à l'ordinateur, mais il y a beaucoup de travail manuel dessus. Là, par exemple, on voit de l'aérographe sur cette image. Et tout ça est énormément travaillé et recomposé par ordinateur. Et on s'est dit qu'on allait proposer encore une étape supplémentaire, c'était de marier ça avec une dessinatrice qui travaille dans un registre très différent. Et ça a donné du coup Boules de feu. Et voilà, je pense que ce livre il est un peu emblématique de ce qu'on peut faire, parce que c'est une histoire d'heroic fantasy assez absurde, avec un humour un peu... c'est vraiment l'humour d'Anouk Ricard, je vous conseille, c'est extrêmement drôle et assez débile de prime abord. L'univers graphique, il appartient à personne, et je pense qu'il n'aurait pas pu se trouver ailleurs ce livre que chez nous, quoi. Un autre pendant du catalogue, donc le cœur de notre catalogue, c'est vraiment ça. C'est vraiment aussi donc, des jeunes auteurs. Les jeunes auteurs, on commence tous à avoir bien dépassé la trentaine maintenant, mais en tout cas, on est dans l'idée d'accompagner la jeune création en train de se faire. Il y a un autre pendant qui est important, qu'on a commencé assez tôt, c'est le patrimoine.
On réédite chaque année des livres de bande dessinée des années du 19e siècle, tout simplement. Et on a commencé par Gustave Doré. Je vais montrer celui-là. Ce qu'il faut savoir que Gustave Doré, en fait, il a fait 4 bandes dessinées quand il était jeune, entre 16 et 20 ans. Donc c'est celle-là. Ces 4 bandes dessinées au 19e, elles ont révolutionné, elles ont changé, elles ont énormément influencé tous les dessinateurs de l'époque, et il a même été plagié par certains. En tout cas, ça a énormément influencé les quelques personnes qui s'intéressaient, qui produisaient un peu de bande dessinée à l'époque. Et tout ça, ces 4 petits livres, ça a été complètement occulté par la carrière incroyable qu'il a fait ensuite, dans l'illustration, mais aussi dans la sculpture, dans la peinture. Ça a été un artiste hyper prolifique. Et on est tombé sur... Ces 4 livres n'étaient pas totalement inconnus, hein. Il y en a certains qui étaient déjà visibles, mais on a retravaillé avec les musées de Strasbourg pour les rééditer, les rendre de nouveau disponibles, parce que ça permettait tout simplement de raconter une histoire de la bande dessinée un peu différente. Il manquait ces objets-là, il manquait ces œuvres-là pour réévaluer un peu la façon dont la bande dessinée était née au 19e. Ce travail de fouiller comme ça un peu dans les archives, c'est quelque chose qu'on fait spontanément, d'abord sur la base de l'amour du dessin et des choses bizarres et un peu inconnues. Et on l'a continué avec un autre livre, qui est celui-ci, Dans l'infini de Géry, et qui a carrément donné lieu à une coédition avec la BNF, avec les éditions de la BNF qu'on poursuit encore. Et lui, par exemple, c'est un auteur qu'on a découvert en fouillant des vieux recueils. Ça s'appelle Les Belles Images, et c'est un des pionniers de la SF en bande dessinée. On l'a réédité en travaillant avec des collectionneurs. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça en France. On a contacté la BNF pour avoir accès à des documents pour pouvoir refaire le livre un peu comme on voulait. Ils nous ont en échange proposé complètement un partenariat de coédition. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est un travail en cours parce qu'on a fait le 2e qui sort là en novembre. Et donc là c'est un travail très différent de Doré. C'est-à-dire qu'on a très très peu d'infos sur l'auteur. En fait, c'est vraiment un travail de patrimoine qui est en train de se faire en le faisant. C'est-à-dire qu'on cherche avec des collectionneurs, et au fur et à mesure de ça, au fur et à mesure qu'on met un peu des mots et qu'on trouve des images issues de son œuvre, on fait un livre puis un deuxième ensuite. Mais on n'a toujours pas, par exemple, de trouver de photos de l'auteur. C'est-à-dire que c'est vraiment on connaît rien de l'auteur quasiment, quoi. Et c'est vraiment l'attrait du dessin, l'attrait de sa narration qui nous a conduit à faire ça, quoi. Alors, un troisième axe important de notre catalogue, c'est la collection jeunesse. Et ça, c'est vraiment tout nouveau, même si l'envie était là depuis un moment, même si nos auteurs faisaient tous un peu du livre jeunesse à côté. On vient juste de commencer, donc on est en train encore de se roder là-dessus, c'est-à-dire que contrairement à la bande dessinée, à la bande dessinée indépendante, c'est un secteur qui fonctionne un peu différemment. Les prix, les formats, les habitudes des lecteurs, les habitudes des libraires ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on va travailler à un rythme assez réduit pour pouvoir apprivoiser ça au fur et à mesure. Le tout premier livre, c'est Le Roi de la Lune de Donatien Marie, qui avait fait donc notre premier livre chez 2024, et Bérengère Cournu, et les deux seront là demain pour une rencontre et un atelier. Donc Bérengère Cournu, qui est également romancière à succès en ce moment, depuis qu'elle a fait un super livre au Tripode de Rouillé d'Os, que je vous recommande. Et voilà, donc en fait pour cette collection, on est parti vraiment sur le même principe, c'est-à-dire de la fiction, des histoires, de l'aventure,
de l'audace graphique. Là, on est sur quelque chose d'assez rétro dans l'atmosphère. Et on a moins misé là, on a plus misé sur l'histoire, sur l'envie de, quitte à ce qu'elle soit un peu longue, quitte à ce qu'elle puisse se lire en plusieurs fois, plutôt que sur des livres qui fonctionnent sur un système graphique un peu préétabli. Parce que là, c'est pareil, on a vu qu'il y a des éditeurs il y a énormément d'éditeurs en jeunesse qui font du super boulot. Et on s'est juste dit qu'on allait faire à peu près ce qu'on faisait, mais un peu différemment, enfin un peu adapté entre guillemets pour les enfants, pour rester quand même sur quelque chose qu'on maîtrisait un peu avec les auteurs avec qui on travaille habituellement, pour la continuer à apprendre au fur et à mesure. Et cette collection, elle est amenée à grandir aussi. Ça se trouve, elle prendra énormément de place à l'avenir. On n'en sait encore rien. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de tester. Dans cette collection, il y a les deux volumes, enfin le deuxième volume et le premier qui va le rejoindre bientôt en réédition de Jim Curious. Donc, je vous dise un mot de ce livre parce que c'est vraiment c'est notre best-seller en fait, tout simplement. C'est à notre petite échelle, mais c'est vraiment ce livre qui a permis à la maison de décoller. C'est-à-dire que ce livre, donc le premier, Jim Curious, Voyage au cœur de l'océan, qui est un livre en 3D, que je vais vous montrer. Hop. Ah, il n'y a peut-être pas les lunettes dedans. Ah si, elles sont là. Dans un bel étui. Donc voilà, ça c'est un livre en 3D, il n'y en a pas beaucoup. Vous prenez les lunettes comme ça, et vous regardez. Et c'est la 3D, c'est le principe des anaglyphes. Ça a l'air très innovant comme ça, mais en fait c'est un procédé qui existe dans l'édition, qui existe depuis la fin du 19e, et qui existe dans l'édition depuis cette même date, qui apparaît régulièrement dans les jeunesses, ou parfois même dans des manuels de médecine un peu anciens. Voilà, et donc ce livre-là, il a vraiment touché un public assez conséquent parce que c'est une exploration graphique des fonds marins, c'est extrêmement envoûtant. La technique de la 3D fonctionne extrêmement bien et ça c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Mathias Picard, l'auteur, il fait des ateliers avec les enfants toute l'année pour leur apprendre les rudiments de la technique, parce que c'est une technique manuelle. Et ce livre s'est très bien vendu donc, en France, et on a également vendu les droits à l'étranger, dans une quinzaine de pays. Donc c'est plus facile quand le livre est muet, pour vendre les droits dans un pays étranger déjà, d'une part. On l'a vendu dans la plupart des pays d'Europe occidentale. On l'a vendu en Russie, en Chine, Corée du Sud, Taïwan, Brésil. Non, pas le Brésil, pardon, c'est des bêtises. Mais Mexique, même le Chili, et les États-Unis aussi, où ça a fait un carton. Et on a aussi fait une exposition avec ce livre, mais je vous parlerai des expositions en détail, mais en tout cas, il y avait une exposition Jim Curious qui était présente il y a 4-5 ans dans la médiathèque Les Silos à Chaumont. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce livre qui fait changer la maison de dimension parce que il y a plus de retour possible à partir du moment où on se rend compte que c'est possible de vendre un livre à 15 000 exemplaires avec des moyens finalement relativement dérisoires. C'est-à-dire que l'édition permet ça malgré tout, c'est-à-dire que avec peu d'argent, vous pouvez toucher beaucoup de gens, vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller à Taïwan, vous pouvez aller au Mexique pour monter une exposition. Vous pouvez passer... finalement, ça reste un des moyens... un des arts, un des moyens commerciaux, un des procédés les plus simples et les moins chers qui soient à notre portée pour porter quelque chose. On est très très loin d'un... On peut faire un livre avec 4 000 € si l'auteur accepte par exemple de ne pas recevoir d'argent, ce qui est quand même une contrepartie, mais en tout cas ça arrive.
Et en titre de comparaison, si on veut faire un film d'animation, un budget dans la moyenne basse, ça sera 2 millions d'euros, quoi. Donc, et puis on peut faire un livre en 6 mois si on a envie. Un an plus tard, il est en librairie. Enfin, c'est extrêmement rapide. Et alors, je vais laisser passer ça. Mais voilà, ce livre, il réunissait aussi une autre facette du travail éditorial. C'était donc l'aventure et l'envie d'explorer des formats, l'envie d'expérimenter avec l'objet livre et l'envie de se poser des questions d'impression, de comment on fait, comment est-ce qu'on va imprimer ça en 3D, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut mettre des lunettes, voilà. Donc il faut que je dise un mot quand même sur la fabrication des livres à 2024, parce que ça vraiment fait partie des objectifs de base qui étaient vraiment de s'amuser avec les imprimeurs, quoi. Avec les techniques d'impression et de faire des livres marrants et qui en jettent un peu, quoi. Donc on se retrouve souvent avec des livres avec du marquage, de la toile, de la reliure, 4 Pantone, etc. On a tendance à se calmer un peu actuellement parce que finalement on s'est un peu lassé, nous, de nos propres habitudes de fabrication. On a de la reliure et des marquages sur presque tous nos livres. Et voilà, on avait besoin de faire un peu une pause et on est revenu à des choses relativement simples, mais avec des maquettes quand même attrayantes. Je vais peut-être repasser ce livre aussi. Et on est plus attentif maintenant à la façon dont nos livres vont durer dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, quand on se posait des questions de fabrication, c'était plutôt avec l'envie de faire des livres qui marquent, qui en jettent. Et maintenant, on essaie d'intégrer un autre paramètre qui est que on a envie que nos livres soient disponibles et réimprimables pendant 10 ans, parce que si on fait un premier tirage super joli, super beau, un peu cher, et que finalement le livre marche un peu plus que ce qu'on pensait, et on doit le réimprimer et ça nous coûte cher, et c'est là où on risque de perdre de l'argent et de ne pas refaire le livre, etc. Et donc par souci de pouvoir assurer la présence non simplement du travail des auteurs en librairie, on revient un peu à des fabrications un peu plus sobres. Tout en continuant à expérimenter, par exemple sur Bout de le feu que je vais vous remontrer. Il y a quelque chose qu'on est pour l'instant, je crois, le seul à faire. Non, ça se fait aussi chez d'autres, mais en tout cas, on a demandé à l'imprimeur une quadrichromie, mais on l'a modifié de manière à ce que les images aient encore plus d'impact visuel. C'est-à-dire qu'on a remplacé le magenta par du rose fluo. Et donc, c'est ça qui donne, dans ce livre-là, dans le livre Hélios aussi, dans Quasar contre Pulsar, qui était le premier livre sur ce système, c'est ça qui donne aux images un impact extrêmement fort, qui fait que ça illumine presque le lecteur quand on l'ouvre. Voilà, donc ça fait partie des petites expérimentations qu'on a fait et qui demandent de trouver des imprimeurs qui aient envie de nous suivre là-dedans. Donc c'est pas forcément évident parce que tout le monde n'a pas, tous les imprimeurs n'ont pas forcément les habitudes, les envies de s'adapter au temps. Ce qui fait que nos principaux imprimeurs, pour l'instant, on en a 2. Il y en a un en Pologne, ça s'appelle Osgraph, et l'autre il est en Italie, il s'appelle Lego. Et on sait qu'avec eux, on peut leur demander beaucoup de choses. Et on sait qu'ils vont faire des tests, on sait qu'ils sont prêts à prendre des risques pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ont compris ils ont compris ce qu'on essayait de faire, quoi. Ils nous laissent une marge de manœuvre.
Voilà, je parle de ça parce que tout à l'heure on parlait du coût du papier, du prix, pardon, la qualité des encres, de l'impression en France, etc. 2024, on est soucieux de tout ça, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas posé des questions énormes encore sur... Enfin, on fait un peu les bouquins qu'on veut et puis on voit après, quoi. Mais cela dit, oui, voilà, pour l'instant, par exemple, en France, on n'a pas trouvé un imprimeur qui ait l'envie de tenter autant de choses que les deux avec qui on travaille là. En plus, c'est des imprimeurs de qualité. Enfin, autant en Pologne qu'en Italie, où les imprimeurs italiens sont hyper réputés pour la qualité de leur photogravure d'une manière générale. Là, les finitions sur le façonnage sont superbes aussi. Et voilà, dans les deux cas, on travaille avec eux, mais on en tente d'autres aussi de temps en temps. Ça, c'est une recherche qui est assez longue. Voilà, il y avait un petit mot aussi sur les maquettes. Donc on fait tout ça en interne. Il n'y a pas de graphiste qui a un regard de graphiste sur notre travail. C'est vraiment... le tout se fait au fur et à mesure avec les auteurs. Et pour l'instant, on s'en sort à peu près. Sur certains livres, on a fait appel à des graphistes quand on se sentait un peu... peut-être un peu léger sur certains problèmes de composition texte-image ou sur certaines couves. Voilà, de toute façon, l'idée, c'est vraiment de faire ça peut vraiment avoir l'aspect du bricolage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus de travail qui est hyper carré, hyper clair. Il y a beaucoup d'allers-retours, de retours en arrière et de tâtonnements dans la façon dont on fait nos choix de fabrication pour aboutir à quelque chose de correct. Et parfois, il y a des choix de dernière minute qui se font et qui changent le destin d'un livre presque de manière beaucoup moins maîtrisée. Je vais vous montrer un exemple d'un livre qui apparaît comme... On nous a tous dit la maquette était incroyable et la fabrication était super. Alors, il est où? C'est Chibalba de... Tiens, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Chibalba de Simon Roussin, qui a eu le prix du livre en test l'an dernier, qui est le premier livre à avoir reçu le prix du livre en test. Et bien, ce livre a un papier qui est très fin, qui est très particulier, qui est très léger. Et comme c'est un récit qui est très dense, je pense que ça aide un peu à porter le propos. Ça, c'est un papier qu'on a pris en dernière minute parce qu'on l'a vu sur un autre bouquin et qu'on le trouvait beau. Et tout le monde nous a... il n'y a pas eu un article de presse qui ne s'est pas terminé par « Et quel papier incroyable !» Et ça, c'est un choix qu'on a fait vraiment en 5 minutes. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des principes et un programme et une façon de voir les choses, etc. Mais que ça reste un atelier et il y a des délais qui sont ce qu'ils sont. Et il y a toujours une part de bricolage et d'instinct qui donne un autre sens au projet parfois. Alors, je vais passer à une autre partie de l'activité 2024, donc, que j'ai à peine évoquée pour l'instant, alors que c'est quasiment la deuxième patte sur laquelle on marche, c'est les expositions, qui a été envisagée dès le début, mais c'est une branche qui a beaucoup évolué dans le temps. En fait, on a fait une exposition, par exemple, de Jim Curious ici à Chaumont. Dès le début, il y a eu la volonté de donner au livre une autre existence sous la forme d'une exposition. Il y a eu cette envie-là, d'abord parce qu'il y avait l'envie de bricoler, tout simplement, de monter des choses soi-même, de peindre, de concevoir des cabinets de curiosité, des rouages, voilà, on fait ça aussi toute l'année, c'est assez marrant et c'est vraiment le côté bricolage de 2024 qui est là-dedans. Et en fait,
il s'est avéré que il y a beaucoup de festivals de bande dessinée en France, et que une grande partie de ces festivals-là, donc la première expo, ça devait être les derniers dinosaures à Angoulême, au festival d'Angoulême. Et cette exposition qui a été faite pour la sortie du premier livre, donc qui était quelque chose qui visait un peu à fêter ça en grande pompe avec le soutien du festival. Parce que le 2024 a été pas mal soutenu par le festival d'Angoulême à ses débuts, au sens où il y a un concours qui s'appelle le concours Jeunes Talents à Angoulême. Et quasiment toute la bande 2024 a fait partie, soit des nominés, soit des sélectionnés à un moment ou un autre. Donc ça faisait longtemps qu'ils connaissaient l'équipe d'Angoulême, et quand il s'est avéré, quand ils ont lancé leur maison, ils ont proposé assez naturellement de faire une expo là-bas. Donc ça a été l'expo la plus dure à construire de 2024 parce que c'était la première. Il y avait beaucoup de cadres. Il a fallu faire du papier peint. Il a fallu faire du motif à papier peint. Il a fallu faire de la moquette. Il a fallu faire réunir toutes sortes de choses. Et suite à ça s'est quand même un peu cadré, un peu professionnalisé. Et maintenant, on a tout un catalogue d'expositions qui sont visibles dans les festivals. Donc il y a par exemple le festival d'Aix-en-Provence qu'on a pris pas mal, le festival Le Colomiers. À Strasbourg, on a le festival Central Vapeur et la bibliothèque André Malraux qu'en ont hébergé quelques-unes. Et voilà, et en ce moment, par exemple, le festival de Bastia également qui nous en prend régulièrement, ou Pulp à côté de Paris, comment ça s'appelle, à Noisiel, la ferme du Buisson. Et maintenant, on a conçu ces expositions pour être déplaçables, transportables sur palettes. C'est-à-dire que ça nous permet d'envoyer nos expositions en 1 ou 2 palettes par transporteur dans une médiathèque. Elle est louée moyennant un coût dérisoire. Et on vient... alors, ça dépend des cas, mais on peut venir les installer nous-mêmes quand il le faut. Parfois, elles sont installées, elles sont presque autoportantes, elles peuvent être installées par du personnel sur place. Et elles peuvent aussi s'accompagner d'ateliers faits par soit les équipes de 2024, soit par les auteurs eux-mêmes. Ça dépend des cas. Et ça, c'est un moyen de faire vivre les livres et de faire connaître le travail des auteurs qui est hyper important, parce que ça donne une autre ampleur au travail des auteurs, et ça permet de faire vivre un livre qui a 5 ans, de continuer à lui donner une actualité toute l'année, d'en refaire parler, de rencontrer de nouveaux lecteurs dans les villes où on se déplace quand c'est l'occasion. Et voilà, et ça c'est la face un peu cachée parfois du travail de 2024, parce qu'elle n'est pas visible en librairie, mais pourtant elle nous occupe une grande partie de l'année. C'est-à-dire que il nous arrive de s'arrêter de travailler pendant un mois pour construire une exposition, pendant laquelle on arrête de faire des livres, et on construit des cloisons, on fait de la peinture, et on ne dort pas pour terminer une expo dans les temps. Donc ça se passe plutôt vers mars-avril d'ailleurs. Voilà. Et en ce moment, on est un peu en train de changer encore dans ces expositions, c'est-à-dire que on est en train de les réduire de manière à proposer des formats plus courts, plus réduits pour les médiathèques qui n'auraient pas forcément les moyens de faire venir un technicien, de faire venir de déployer un peu comme ça des moyens qui paraissent un peu démesurés par rapport au lieu. Donc on est à la fois en train de faire des versions plus petites, et à côté de ça, on continue la création d'expositions, mais beaucoup moins dans le cadre de festivals. Si, encore dans le cadre de festivals, mais parfois, avec ces festivals-là, on va dans les musées. C'est-à-dire qu'on a commencé depuis 2 ans maintenant à avoir accès à des musées. Ça a commencé avec le festival Fumetti, ou Fumetto, je me trompe tout le temps, à Lucerne en Suisse.
qui nous a proposé d'investir le musée historique de Lucerne et de faire une exposition de Tom Gold dedans. Alors, je vais montrer les strips de Tom Gold, même si j'ai pas de visuel de l'exposition là. Alors, en fait, c'est des recueils qui ont été faits par Tom Gold, qui est un auteur anglais, qui est pour le coup donc pas un auteur des Arts déco de Strasbourg. C'est des strips qui sont des commentaires un peu sur la littérature, le foot, toutes sortes de choses, parce que ça paraît dans le supplément littéraire du Guardian en Angleterre. Et en fait, ça se prêtait assez bien, son style d'humour, sa façon de commenter un peu les choses, avec un humour un peu pince sans rire et assez bienveillant tout de même. Ça se prêtait assez bien à la mise en scène dans une exposition. Et en fait, c'est une exposition où, tout au long du parcours de ce musée, qui a la particularité d'ailleurs à Lucerne de ne pas être chronologique, mais d'être classé par typologie d'objets, et ben on a inséré des reproductions, des robots grandeur nature, et en fait, il faisait une histoire parallèle des robots, en parallèle à l'histoire de Lucerne. Et c'était plein de clins d'œil comme ça sur l'histoire de la ville, qui était hyper drôle et hyper marrant. Ça a été un petit succès. Ça permet en plus quelque chose d'autre du point de vue là, du conservateur du musée, c'est-à-dire que ça permet de réveiller l'attention du visiteur sur ce qu'il est en train de voir. Parce que parfois, dans un musée, on rêvasse un peu, on s'endort, et là, en fait, l'incongruité des choses qui étaient placées avec les objets faisait que tout de suite, il y avait un petit réveil, un petit rappel. Voilà, donc on a repris ce principe, on l'a fait également au musée historique de Strasbourg, où on a proposé également l'an dernier une adaptation de Boule de feu, le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, sur le même principe d'une histoire qui parasite l'histoire racontée dans le musée. C'est-à-dire que on voyait les deux personnages, Pablo et le sage Patrick, qui devaient faire un cadeau au chef du village. Et en fait, on les voit pendant tout le long des salles d'exposition en train d'essayer d'avoir toutes sortes de mésaventures pour trouver son cadeau, qui à la fin s'avère être une sorte de guide des médicaments disponibles en Europe. Enfin, une pièce de musée absolument ennuyeuse et assez bizarre. Enfin, il y a une partie du musée de Strasbourg qui est sur l'Europe et c'est des pièces assez techniques, un peu étonnantes. Voilà. Et donc ça, cette partie en musée, on la continue. On va faire d'autres. On a d'autres créations en cours à Toulouse ou dans d'autres musées comme ça. Et donc c'était pour dire que le chemin de la partie exposition avait été un peu compliqué. Et en ce moment, on se dirigeait vers des créations in situ assez particulières. Voilà, je vais peut-être redire un mot quand même sur comment dire, la place des auteurs et l'importance de Strasbourg ou les différentes échelles dans lesquelles on fait des choses, parce qu'en fait on fait pas mal de projets et on joue beaucoup sur les échelles. Par exemple à Strasbourg, c'est important en fait, pour parler de tout le vivier qu'il y a dans lequel on puise à Strasbourg, je voulais mentionner aussi le Festival Central Vapeur, parce que l'an prochain, ça va être nos 10 ans conjoints. C'est-à-dire que les deux ont été créés en même temps, avec la même volonté, à Strasbourg, de créer une dynamique qui soit favorable aux illustrateurs et aux auteurs de bande dessinée. Et en fait, on travaille toute l'année ensemble, c'est-à-dire que c'est nos colloques d'atelier. On a une partie de notre programmation qui est commune. Et voilà, donc ça c'est pour la partie un peu strasbourgeoise. Après, voilà, en fait, c'est une réflexion aussi sur pour reprendre un peu ce qu'il disait tout à l'heure sur l'empreinte carbone, quelle pourrait être notre empreinte carbone. Nous, on a fait des calculs à ça en fonction de notre place dans le monde un peu. C'est-à-dire qu'on essaye toujours
Enfin, on n'est pas du tout, on est une entreprise qui essaie de jouer sur différents tableaux, différentes échelles, et c'est-à-dire qu'on a une action sur Strasbourg assez implantée voilà, en local avec le vivier des auteurs et Centrale Vapeur. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi complètement varier sur une échelle beaucoup plus régionale ou donc nationale, ça c'est le réseau des libraires. Et ensuite, voilà, on place nos projets dans une échelle plus internationale qu'on essaie d'intégrer dès le départ, de manière à pouvoir avoir des livres qui s'exportent à l'étranger et des expositions qui s'exportent avec. En fait. Voilà, donc ça c'était un peu la dernière partie de pas de notre ligne, mais un peu de notre programme. C'est cette dimension internationale qu'on a toujours cherché à développer de manière à pouvoir faire un peu voyager nos auteurs partout, quoi. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions sur... Ouais. J'aurais juste une petite question sur pourquoi au début, à la création des éditions, vous avez décidé de mettre cette date butoir de 2024 ? Eh ben, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais je trouve que c'est un super nom. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous posent cette question. Et quand on cherche un nom pour faire connaître un peu, pour tout rassembler un peu toutes nos envies sous une bannière et faire parler de tout ça, le nom est hyper important. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, on nous demande pourquoi 2024. Et déjà, c'est parce que c'est vraiment l'atmosphère un peu science-fiction dans laquelle tout le catalogue est baigné. Ça évoque pas mal de films un peu anciens d'anticipation, comme un film des années 50 qui imaginerait l'année 2024. C'est aussi 2024, c'est aussi en gros les 40 ans d'Olivier et Simon. Et donc c'est l'âge où ils se sont dit, bon là on sera un peu trop vieux pour aller choper les auteurs à la sortie des Arts Déco et les publier, ils vont nous trouver bizarres, ils auront d'autres copains, ça sera pas nous, ça sera... Voilà. Donc c'est pour ça que 2024 c'est un peu une date qui marque un passage à quelque chose d'autre et la réinvention ou la fin, mais bon je pense que ça sera plus une réinvention et peut-être qu'on s'appellera 4048 puisque c'est le nom de notre collection jeunesse, comme ça nous laissera un petit peu de marge. Voilà. D'autres questions peut-être ? Moi, j'en avais une un peu sur comment fonctionne la maison à proprement parler, combien de collaborateurs, comment ça travaille en fait. En fait, on est du coup 3 temps plein et 2 mi-temps. Donc Olivier, Simon et moi, on est là tout le temps. Et les 2 mi-temps, c'est Claire qui s'occupe des expositions, qui s'occupe de louer les expositions et de la logistique. Et Paul qui nous a rejoint en début d'année pour faire du graphisme. Au jour le jour, ça fonctionne à la fois sur l'idée qu'il n'y a pas vraiment de poste défini et que quand même c'est Olivier et Simon qui savent ce qu'ils font. Donc c'est un échange voilà. On faut être toujours prêt à sauter d'une activité à l'autre, mais on a plus ou moins quand même des tâches attribuées. Moi, je m'occupe des libraires, je m'occupe des droits étrangers, je m'occupe de l'édito aussi au début, mais sur le suivi, c'est toujours eux qui le font. Ça, c'est évident en fait pour nous. Et voilà, on a quand même des choses dans lesquelles on est plus ou moins bon. Avec le temps, ça se clarifie quand même pas mal, qu'il y en a qui sont plus carrés, d'autres plus bordéliques. Donc au lieu d'essayer de rendre les gens bordéliques carrés, ou l'inverse, on s'adapte aussi à ça. Et par contre, oui, il y a énormément
discussion sur à peu près tout. Il y a rien sur lequel on n'a pas le droit de... On n'a pas de discussion. Et même avec nos auteurs, on peut... même parfois, quelqu'un passe la porte de notre atelier pour aller chercher un truc ou voir quelqu'un, et on lui demande tiens, qu'est-ce que tu penses de cette couve? Je viens de faire ça, est-ce que ça te plaît? Voilà, il y a des gens qui sont assez surpris des fois, mais en fait, ce genre de... Enfin, en fait, avoir comme ça un regard extérieur qui arrive, c'est toujours bien. C'est aussi pour ça que c'est pas mal qu'on travaille du coup dans un grand atelier collectif. Enfin, maintenant, c'est un peu plus qu'un atelier, puisqu'on a tout un lieu dans lequel on a déménagé en septembre et qui fait à peu près 900 mètres carrés, où on aura une salle d'expo, de la sérigraphie, un bar, toutes sortes de choses. Et en fait, ça c'est un peu toute l'échelle autour de 2024. C'est un autre niveau qui nous renseigne énormément sur ce qu'on fait, qui nous donne des différents, soit des conseils, soit des coups de main, soit des critiques aussi. Donc il y a quand même tout un réseau de lecteurs, enfin de gens qui regardent un peu ce qu'on fait autour de nous au quotidien et qui nous guident aussi dans nos choix. Une remarque, une question, un commentaire? Je vous propose qu'on s'arrête là du coup. Merci Louis. On a été très heureux d'accueillir les éditions 2024 ici au Silo pour cette rencontre qui était en partenariat aussi avec la région Grand Est. Donc c'était aussi l'occasion de pouvoir mettre le focus sur une édition de la région. Et voilà, on espère aussi retrouver les éditions 2024 au Silo prochainement, que ce soit sur des livres ou que ce soit peut-être sur une exposition. On verra ça. Merci beaucoup. Merci.